à 19h20. Bel été sur France 3. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. En Isère, le glissement de terrain s'accélère au-dessus du lac du Chambon. 200 000 mètres cubes de roches sont tombés sur les 800 000 en suspension. Parallèlement à cela, les travaux ont commencé sur l'autre rive du lac pour construire une route temporaire et désenclaver la vallée. Suite de notre série d'été consacrée, vous le savez, à la randonnée sur le GR5 entre Léman et Méditerranée, avec la question aujourd'hui des refuges connectés. 40% d'entre eux ont le Wi-Fi, ça paraît peu, mais vous allez le voir, ce n'est pas une priorité pour les randonneurs. Et puis un mot de météo avec un beau soleil cet après-midi. Les températures sont agréables, pas trop chaudes, jusqu'à 27 degrés en plaine. Des nuages et de la pluie sont attendus pour la journée de demain, notamment pour les Deux-Savoies. Mais d'abord, c'est du jamais vu. Le préfet de l'Isère poursuit en justice le département. Cela concerne la ligne SNCF Rives-Saint-Rambert. Cette ligne est inutilisée depuis de nombreuses années. Sa remise en service est envisagée à long terme, mais ce projet est remis en cause après des travaux routiers effectués par le département de l'Isère. Les détails avec Johan Etienne. Menacée pendant plusieurs années de fermeture, la ligne ferroviaire Rives-Saint-Rambert d'Albon, principalement destinée au fret, n'a cependant jamais été déclassée. Sa réouverture est inscrite au schéma régional des transports Rhône-Alpes à l'horizon 2030. Sauf qu'à l'heure actuelle, sa remise en service est impossible. La raison, des travaux routiers opérés par le département de l'Isère le long de la ligne. En 2005, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports décide d'engager une action en justice pour dénoncer ces emprunts routiers de la voie ferrée par le département. À la suite d'un recours, en octobre dernier, la Cour d'appel de Lyon a jugé illégales ces autorisations de travaux. Réseau Ferré de France, propriétaire de la ligne, a donc été condamné à engager des poursuites contre le département. En juin dernier, la SNCF a dû dresser des procès-verbaux d'infraction pour les 6 chantiers routiers concernés. La préfecture a également engagé des poursuites contre le département pour la remise en état du domaine public ferroviaire, une première en France. Le tribunal administratif de Grenoble a donc été saisi de l'affaire. Avec cette nouvelle action en justice, les usagers espèrent obtenir le réaménagement de ces passages routiers et ainsi préserver l'avenir de la ligne. En bref, 3 alpinistes français ont été secourus hier après avoir passé la nuit au sommet du Mont Blanc où ils s'étaient retrouvés bloqués par le manque de visibilité. Les 3 alpinistes expérimentés avaient grimpé dimanche le pilier central du Fresnay, une paroi très raide située sur le sommet du Mont Blanc dont l'ascension est réputée comme étant très difficile. Au Chambon, en Isère, le glissement de terrain a progressé d'une manière fulgurante. Je vous le disais en titre, 200 000 mètres cubes de roches se sont détachés de la falaise. Autant de signes encourageants pour les autorités qui souhaitent relier le plus rapidement possible l'Isère aux Hautes-Alpes. Sophie Pellerin, Jean-Pierre Rivet. Avant même de monter dans l'hélicoptère, ces géologues savent qu'il s'agit de bien plus qu'un simple nouveau petit éboulement. La vingtaine de capteurs placés dans la faille pour donner des informations en temps réel ne répond plus depuis le début de la matinée. Ils ont tous été arrachés. Face à la montagne, l'ampleur du phénomène se confirme. À gauche de l'écran, des images tournées il y a un mois. À droite, la faille aujourd'hui. On a eu une grosse évolution dans la nuit du glissement avec des vitesses importantes, de l'ordre de 2,50 m par heure à peu près. Donc on a une bonne partie du glissement, notamment en partie haute, sur sa rive droite, qui s'est éboulée et qui a fini dans le lac. L'éboulement de la nuit dernière avoisine les 200 000 mètres cubes. On est loin encore des 800 000 mètres cubes annoncés, mais pour la première fois depuis avril dernier et la fermeture du tunnel du Chambon, la montagne semble donner des signes encourageants. Sur les travaux du tunnel, tant qu'on est dans une situation géologique instable, on ne peut rien engager. Mais vous voyez qu'à la vitesse où ça s'accélère, on espère arriver dans une situation stable maintenant assez rapidement. C'est-à-dire ? C'est la montagne qui décide, mais on n'a jamais eu des accélérations telles que celles qu'on a aujourd'hui. Donc on va dire qu'on s'en rapproche vraiment sérieusement. Autre signe encourageant, sur l'autre rive du lac. Ce dynamitage symbolise un peu le coup d'envoi des travaux de construction d'une petite route, d'une desserte locale qui permettra d'ici la fin du mois d'octobre de relier à nouveau l'Isère aux Hautes-Alpes en attendant la réouverture du tunnel du Chambon.
On poursuit avec ce mea culpa, celui des autorités suisses au sujet de l'eau volée dans le lac des Rousses, dans le Jura. Nos voisins s'étaient servis dans le lac grâce à des hélicoptères, et ce pour faire boire leurs troupeaux situés de l'autre côté de la frontière, car là-bas aussi on souffre de la sécheresse, mais ils l'ont fait sans aucune autorisation. Le canton de Vaud reconnaît avoir réalisé des prélèvements illégaux et s'excuse donc auprès de la préfecture du Jura. La sécheresse qui n'arrange pas non plus les communes qui se présentent au concours des villes et villages fleuris. C'est ce petit panneau que l'on voit parfois à l'entrée d'une agglomération. C'est le cas d'Annecy qui attend le jury cette semaine avec ce défi, garder le label 4 fleurs, la plus haute distinction. Joël Serroni, Serge Vourette. Le temps est compté, tout doit être en place pour la visite du jury. Jusqu'au moindre détail, jusqu'à la petite étiquette qui présente les arbres remarquables du parc dont Philippe s'occupe tout au long de l'année. Pas facile aujourd'hui d'endosser le rôle de chef jardinier sans éprouver une certaine appréhension. Là, c'est le gros stress un petit peu en ce moment parce que, en plus, la météo ne nous a pas du tout aidé cette année. Mais bon, on essaie de se débattre le mieux possible et de faire pour le mieux. Vous serez prêt? Il faudra. L'équipe des 45 jardiniers de la ville a fait le maximum pour lutter contre les éléments hostiles. Des conditions météo de ce début d'été difficiles pour les hommes et pour les végétaux, entre canicule, violents orages et sécheresse. Les serres municipales ont dû fournir sans relâche. Des 100 000 plants produits ici, il ne reste pas grand-chose. Déjà, les pots de cyclamène et de chrysanthème ont remplacé géranium et pétunia. La sécheresse nous a pas aidés. On a quelques pelouses qui sont bien jaunes, mais qui traduisent aussi finalement les économies d'eau qu'on peut faire et la volonté d'entrer dans le développement durable. Ensuite, évidemment, il a fallu remplacer quelques plantes, au niveau fleurs notamment, qui ont aussi moins bien poussé que les années précédentes. On verra plus tard pour ce qui est arbustes et arbres. Il est encore un petit peu tôt en saison, ça sera surtout cet automne. Et puis voilà, il a fallu quand même bichonner les derniers massifs parce qu'il fallait quand même qu'il y ait de la couleur, qu'il y ait de la croissance. Il a fallu quand même arroser ces plantes-là, bien évidemment. Et le résultat est à la hauteur des efforts déployés. La ville est lumineuse et les touristes sous le charme. Il y a beaucoup de fleurs partout, c'est très bien entretenu et très propre, c'est très beau, très joli. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de végétation, c'est vraiment fascinant comme site. On se sent tranquille, surtout quand on vient d'une grande ville, comme Rome. Il y a plein de toutes sortes de couleurs, c'est marrant en fait de voir la montagne, le lac, le verdure, en fait, c'est magnifique vraiment. Annecy se donne les moyens de préserver cette tradition horticole. Cette année, la ville consacre 800 000 € à son fleurissement. Le prix à payer pour s'offrir 4 fleurs et l'espoir de décrocher la très rare fleur d'or, coup de cœur du jury, qui sera reçu jeudi à Annecy. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes avec des vacances qui commencent très bien pour 6 copines originaires d'Ambilly en Haute-Savoie. Elles ont empoché un gain de 6 millions € au loto, un tirage qui s'est déroulé fin juin. C'est l'une des amies qui a prévenu le reste du groupe. Elles n'ont pas dormi de la nuit, on les comprend. Il n'y avait pas eu de gain aussi important en Haute-Savoie depuis 2009. Suite de notre série d'été consacrée cette semaine à la randonnée avec un coup de projecteur sur le GR5, cet itinéraire entre le Léman et la Méditerranée. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux refuges présents sur le parcours. Certains sont connectés, d'autres non. Mais vous allez le voir, les touristes s'adaptent. Jean-Christophe Pain, Vincent Abran, Mélanie Ducré. Le GR5, au-dessus de Sixte Fer à Cheval, en Haute-Savoie. Aujourd'hui, avec Caroline de l'association GTA, nous montons au refuge Alfred Wills, un pionnier parmi les refuges connectés. Allez, go! Dès 2009, le refuge Wills et 8 autres se lançaient dans la Reza Online pour faire le tour des Fises. Depuis, beaucoup d'autres s'y sont mis, notamment les tours de la Vanoise, du Tabor et du Mont-Blanc. Sur le GR5, on a à peu près 100 hébergements référencés tout au long de l'itinéraire et on en a à peu près 40% qui proposent un système de réservation en ligne. Ah, ça veut dire que ce n'est pas encore l'immense majorité. Hein. C'est pas l'immense majorité, on y vient, on y travaille, mais voilà, après il y a quelques résistances, il y a des problèmes des fois d'électricité, de volonté. Oui, de nombreux gardiens préfèrent encore aujourd'hui, plutôt qu'un simple clic, un vrai contact téléphonique. Au refuge Wills, justement, Bruno voudrait entre autres faire évoluer la Reza Online vers du conseil aux randonneurs. Tu vois, il n'y avait pas de toilette au refuge. Regarde, ça semblerait complètement idiot de dire « bah non, je ne veux pas mettre de toilette ».
parce qu'il n'y en avait pas et je suis un garant de l'alpage et je ne vais pas mettre de toilettes, quoi. Toi, ça semble complètement aberrant, quoi. Est-ce que dans quelques années, on ne dira pas la même chose avec le Wi-Fi? On ne sait pas, quoi. Sur le Wi-Fi en randonnée, Anne de Versailles a sa petite idée. Son périple sur le GR5, elle l'a bien préparé. Anne a enregistré tous les topos sur son smartphone. Du coup, elle peut suivre son cheminement en temps réel, rien qu'avec le GPS, même sans connexion réseau. Si pendant 3 semaines, je n'avais pas de Wi-Fi, pas de réseau, là vraiment je serais ennuyée. Mais là, bon, je sais que demain je vais passer aux Ouches, donc je vais avoir un peu de Wi-Fi et tout, je vais pouvoir me reconnecter, regarder, voir, bon, et puis après, à nouveau, je passe dans un coin où il y a moins de Wi-Fi, mais bon, je sais pas, le Wi-Fi après... Pour Louise et Théophile, pas de Wi-Fi, pas de Facebook aujourd'hui. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de s'en servir là pour un jour, en tout cas, on fait une coupure, quoi, une vraie coupure. Ça veut dire qu'on arrive à s'en passer finalement? Pendant une journée, pas plus. De plus en plus souvent, Bruno doit expliquer à ses clients que sa connexion Wi-Fi, comme son système électrique, ne sont pas assez puissants pour satisfaire tout le monde. Bruno, il va falloir s'y mettre, c'est l'avenir. Exactement, on a imaginé avec un tour opérateur installer un système électrique indépendant. Le tour opérateur me fournit un panneau solaire, une batterie et une prise et je le réserve en priorité à ses clients pour qu'ils puissent recharger parce qu'ils voudraient faire du géo-touring, géocaching quoi. D'après un sondage réalisé en 2014, le Wi-Fi n'arrive qu'en 7e position finalement des services attendus par les randonneurs itinérants. Il y a déjà le confort, avoir des petites chambres, avoir un petit déjeuner matinal, avoir des repas adaptés. Et le Wi-Fi vient après, en même temps que la prise électrique. Nous, dans les hébergements du GR5, ils sont à peu près un quart à le proposer. Le confort, justement. Nous en parlerons demain avec Nadette et Claude, gardiens du refuge Buffer, dans la haute vallée de la Clarée. La suite de notre randonnée. Et on poursuit ce journal comme chaque midi avec l'édition des initiatives, petite compilation des bonnes idées qui fleurissent un peu partout en France. Et pour commencer, nous partons à Dieppe où certains biens de la commune sont à vendre. On se retrouve juste après. Nous sommes au début du centre-ville de Dieppe, une belle parcelle de plus de 1000 m². Une belle maison qui date du début du 19e siècle, avec une surface intéressante de 130 m². Donc un petit collectif de 7 logements qui était destiné aux enseignants de l'école du groupe scolaire Paul Langevin. Patricia Ridel maîtrise les coûts et les superficies comme un vrai agent immobilier. L'adjointe au maire vante les mérites d'une dizaine de biens dont la ville veut se séparer. Des terrains, des maisons, une auberge de jeunesse ou encore les murs de cette boulangerie. Du patrimoine foncier qui ne sert plus à la commune, mais qui coûte cher en entretien. On n'est ni agent immobilier, ni bailleur social, c'est du patrimoine qu'on a en charge. Et aujourd'hui, il faut en faire profiter d'autres, parce que ce sera plus utile. Et nous, ça nous permettra aussi d'investir sur d'autres projets sur la ville. La mairie espère récupérer 1 678 000 € en vendant ses biens à des bailleurs sociaux, des investisseurs ou des particuliers. Ces derniers pourraient bien viser cette jolie maison, ancien logement de fonction du maître de l'école Michelet. Le prix est estimé par le service des domaines, un prix qui est intouchable par nous ou par les acheteurs. Lorsqu'il y a plusieurs acquéreurs, c'est au plus offrant que sera remis ce bien. Donc par exemple, celle-ci qui a 79 000 € pour 130 m², on peut imaginer que... Bien sûr, on peut s'imaginer qu'il peut être vendu plus cher. Avis aux amateurs, la liste complète des biens se trouve sur le site internet de la ville de Dieppe. Alors que le grand chassé-croisé des juilletistes et des Haussiens aura lieu ce week-end, la plus grande prudence et de rigueur sur les routes. Il est notamment nécessaire de s'intéresser aux roues de sa voiture qui peuvent représenter de vrais dangers. Dans la Somme, une start-up lilloise propose une vérification laser des pneus. La voiture est juste passée sous le portique et sans même s'en rendre compte, le conducteur vient de scanner ses pneus. Exactement. Donc vous venez de passer par le laser et vous allez avoir le résultat sur l'écran. En quelques secondes, le résultat tombe. Au niveau de l'usure, vous n'avez pas de problème, vos 4 pneus sont verts. Oui. Voilà. Par contre, il détecte un problème de géométrie. De savoir qu'effectivement, les pneus sont en bon état pour une chose, mais qu'il y a quand même un petit truc à vérifier, on va faire ça une fois rentré de vacances. Non, c'est bien.
Le diagnostic est très précis grâce à la technique du laser, un faisceau capable de détecter ce que l'œil ne voit pas. Ça nous permet d'avoir 600 points de mesure et de contrôle sur un pneu. Ça va nous permettre de voir le type d'usure du pneu. On peut avoir plusieurs types d'usure. Il y a certaines personnes qui roulent surgonflées, ça on va le voir. Les personnes qui roulent sous-gonflées, on le voit aussi. Et surtout, ça permet de voir aussi les problèmes de géométrie. Le contrôle est gratuit. Il est proposé par une start-up lilloise de 5 salariés créée en début d'année. ScanDrive, c'est 5 centres de contrôle en Nord-Pas-de-Calais et une priorité à la pédagogie. Comme ce laser vraiment donne finalement une sorte de coupe du pneumatique, et on va le délivrer au client via un mail qu'il reçoit avec une explication. Et particulièrement, on va mettre aussi l'accent sur la perte de distance de freinage qu'il a quand son pneu est vraiment très usé. 80% des véhicules contrôlés ici ont des pneumatiques en bon état. Dans 14% des cas, ils doivent être changés rapidement et 6% sont véritablement dangereux. ScanDrive vérifie aussi la pression et la surprise. Sur la route des vacances, près de la moitié des voitures roulent en sous-gonflage. C'est la première fois que je viens à cette plage et je trouve qu'elle est géniale. Le bonheur des enfants sur cette plage de Dieppe. Comme chaque année, le Secours populaire a organisé une journée au bord de la mer pour celles et ceux qui ne peuvent pas partir cet été. Et 800 personnes venues de Seine-Saint-Denis ont investi les lieux avec bouées, casquettes et maillots de bain. Paris, pas de plage, il n'y a que la Seine, mais on ne peut pas se permettre de nager à la Seine. Voilà, ça change un peu, ça fait plaisir de les voir sourire. Ça va, elle est bonne? Non, oui, elle est bonne. Plongeons à présent en Méditerranée. L'association SOS Grand Bleu a organisé une vaste opération de nettoyage des fonds marins au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat. En un peu plus d'une heure, les 90 bénévoles ont débarrassé la mer d'1,5 tonne de déchets. À 6 mètres de profondeur, à une centaine de mètres du littoral, au milieu des algues et des poissons, le spectacle est désolant. Verre plastique et même d'énormes pneus, des centaines de déchets recouvrent les fonds marins de la baie des Fosses à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Des déchets arrivés en grande partie du littoral. 70% des déchets sont d'origine de plastique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des déchets qu'on retrouve ici dans les fonds marins et sur les plages proviennent des activités terrestres. Voilà, pas toujours incriminer les bateaux. Par groupe de 2 ou de 3, une soixantaine de plongeurs à nettoyer chaque mètre carré des fonds marins. Des objets de toute taille hissés à bord de bateaux récupérateurs qui ont parfois nécessité l'intervention de plusieurs personnes. Voilà. Essaye de mettre l'autre si tu peux. Au fond, les sacs des plongeurs se sont vite remplis. Colère et triste constat pour ces bénévoles. Il faudra plusieurs centaines, voire milliers d'années pour que certains déchets disparaissent à tout jamais. On a une belle région et comme vous voyez, il y a toujours les gens qui viennent et qui emmènent leurs déchets, qui laissent leurs déchets sur la plage. Mais pourquoi? Vous pouvez prendre un petit sac, mettez vos déchets dedans et allez les jeter. Vous avez les poubelles pas loin. Depuis 15 ans, le grand rendez-vous écologique du nettoyage de la baie des Fosses mobilise beaucoup de bénévoles. Ce matin, ils étaient 90, venus de toute la région PACA. Moi j'aime la mer et je plonge toute l'année et ça me fait mal au cœur de voir un tas de plastique dessous. C'est un problème quotidien chez nous maintenant et c'est indispensable de participer à ce genre d'action. L'opération de nettoyage 2015 a battu tous les records. Plus d'1,5 tonne a été sortie en un peu plus d'une heure des eaux de la Grande Bleue. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations, et c'est une première. Le préfet de l'Isère poursuit en justice le département. Cela concerne la ligne SNCF Rives-Saint-Rambert. Cette ligne est inutilisée depuis de nombreuses années. Sa remise en service est envisagée à long terme. Mais ce projet est remis en cause après des travaux routiers effectués par le département de l'Isère. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpe.france3.fr. Je vous retrouve ce soir à 19h. Passez une très belle après-midi.